Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi 3 juillet. Revirement judiciaire concernant le statut du chef de l'État. Jacques Chirac peut être entendu comme témoin assisté dans l'affaire des voyages privés payés en argent liquide selon le procureur de la République de Paris. Une première courte audience au tribunal pénal international de La Haye pour Slobodan Milosevic. Sans avocat, l'ancien président yougoslave estime illégale cette justice. Beaucoup de gaieté et un peu de chagrin, évidemment, après l'affichage des premiers résultats du baccalauréat 2001. Nous le verrons à Marseille et tous les résultats sont sur france2.fr. Laurent Fabius veut toujours libérer les prix de l'essence sur les autoroutes. La présence de la grande distribution pourrait l'aider. Révélation France 2 avec le reportage d'Audrey Goutard sur l'un des sites de stockage de plusieurs centaines de millions d'euros dans le département du Var. Et puis souvenir, après 30 ans, il y a 30 ans, décédait la star du rock Jim Morrison, un rassemblement au Père-Lachaise. Le statut pénal du chef de l'État embarrasse depuis plusieurs mois les magistrats français. Aussi la recommandation formulée par le procureur de la République de Paris, indiquant que le président Chirac peut être entendu comme témoin assisté dans l'affaire des voyages privés payés en espèces, est-elle un véritable tournant? Et le président Chirac, comme les membres de sa famille visés par cette affaire, devra donc préciser sa position. Aujourd'hui, en Russie, il a éludé la question. Reportage de nos envoyés spéciaux Véronique Saint-Olive et Jean-Paul Chausset. En s'envolant ce matin pour Samara, dernière étape de son voyage en Russie, le président de la République connaissait déjà le rapport du procureur d'Intillac. Dans la ville de l'industrie spatiale, au bord de la Volga, le président de la République se rend immédiatement à l'usine d'assemblage des fusées Soyouz. Le chef de l'État affecte une décontraction totale et se passionne pour les explications techniques des lanceurs de satellites. Mais dans son entourage, on prépare déjà la contre-offensive. Claude Chirac, responsable de la communication, met au point les détails du très bref communiqué que va publier l'Élysée. Il s'agit d'un travail préparatoire, donc pas de commentaires. Bernadette Chirac, elle, reste aux côtés de son mari. Fidèle à sa devise, en toutes circonstances, il faut garder la tête froide. Sourire toujours à l'arrivée de la conférence de presse. Pendant 3 longs quarts d'heure, Jacques Chirac développe tous les aspects de l'amitié franco-russe. Enfin, la question peut être posée. Que pense le président d'une éventuelle convocation comme témoin assisté? J'imagine que vous avez remarqué que nous sommes ici en Russie. Et vous comprendrez donc que je ne puisse traiter d'aucune question de politique intérieure, ni de celle-ci, ni d'autre nature. Jacques Chirac s'est abrité derrière une vieille tradition. Aujourd'hui, on n'apprendra rien de plus sur son état d'esprit. Pendant ces 3 jours en Russie, le président de la République s'est posé en défenseur de la démocratie et en artisan d'une nouvelle coopération économique franco-russe. Mais dès demain, Jacques Chirac sait qu'il devra se battre sur un autre créneau, celui des épineux dossiers judiciaires. Et ce dossier lui-même est instruit par 3 juges d'instruction. Il porte sur des paiements en espèces dont le montant total serait de 2 400 000 francs. Il y aurait des soupçons d'enrichissement personnel. Explication avec Olivier Caroff. Oui, Jacques Chirac peut être convoqué comme témoin assisté. C'est en tout cas l'avis du procureur de Paris, Jean-Pierre Dintillac. Selon ce magistrat, rien ne s'y oppose, pas même la Constitution. La question lui a été posée par 3 juges d'instruction. Bruno Van Ruymbeck, Marc Brisset-Foucault et Armand Ribeyrolles. Au détour de leur enquête sur les marchés truqués des lycées d'Île-de-France, ils ont découvert que Jacques Chirac avait payé de nombreux billets d'avion, comme celui-ci, en argent liquide. Il y en aurait pour 2,5 millions de francs dépensés entre 92 et 95 lorsque Jacques Chirac était maire de Paris. La somme, révélée par l'hebdomadaire L'Express, a été contestée par l'Élysée. D'où vient tout cet argent? Les juges aimeraient poser directement la question au président, mais la procédure divise les juristes. Depuis la loi du 15 juin 2000, il faut savoir que n'importe quel ministre, et même le Premier ministre, peut être entendu demain matin, d'ailleurs ça a été le cas déjà pour un ministre, comme témoin assisté, c'est-à-dire quelqu'un sur lequel pèse un certain nombre de présomptions. Ça veut dire pour autant qu'il va être arrêté, etc. Mais je crois que c'est parfaitement possible. Le président de la République, Jacques Chirac, ne peut pas être entendu comme témoin assisté par un quelconque juge d'instruction. Pourquoi? Bien, parce que je crois qu'il y a 2 éléments très forts. 1, le président de la République est le gardien de la séparation des pouvoirs. Il ne faut donc pas qu'il ait de relation avec un juge d'instruction. 2, le Conseil constitutionnel a dit que si l'on voulait le mettre en examen, il fallait le faire selon la procédure de la Haute Cour de justice, qui n'est pas la procédure du témoin assisté. C'est Madame Chirac à l'appareil. Monsieur, est-ce que vous m'avez montré?
Jacques Chirac n'est pas le seul concerné. Son épouse et leur fille Claude ont fait partie des bénéficiaires de ces voyages. Le procureur suggère donc au juge de commencer par les entendre toutes les deux avant d'inviter Jacques Chirac au palais de justice. En attendant le retour en France du chef de l'État, ses amis, comme le député RPR Patrick Devedjian, dénoncent une campagne acharnée et systématique. À gauche, on est relativement prudent, attendant que la justice passe. Reportage Thierry Clopeau. À l'Élysée, on se refuse à tout commentaire. On attend le réquisitoire du parquet annoncé en début de semaine prochaine qui pourrait décider de la comparution ou non comme témoin assisté. Parmi les proches de Jacques Chirac, au RPR, on parle de chasse à l'homme organisée. L'acharnement contre le président de la République afin d'essayer de le démolir en vue de sa candidature à l'élection présidentielle parce qu'il est devenu redoutable pour M. Jospin qui par ailleurs a d'autres difficultés, cet acharnement se poursuit. Plus de distance du côté de l'UDF où l'on veut ménager le statut du président et la nécessité d'une explication. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions voir le bout de cet imbroglio juridique, de telle sorte que le président de la République, qui doit être préservé dans l'exercice de ses fonctions, car ce n'est pas un citoyen comme un autre, puisse malgré tout ne pas donner le sentiment d'échapper à la justice. Tout en se défendant de vouloir exploiter les affaires, le Parti socialiste a trouvé du grain à moudre avec cette polémique sur les billets d'avion. Le ton est offensif. Aujourd'hui, ce sont les juges eux-mêmes qui, comme dans d'autres affaires, et des affaires qui concernent tous les particuliers, demandent au président de la République de venir s'expliquer sur une affaire profondément troublante, parce que quand même, dépenser 240 millions de centimes d'argent d'État pour partir en vacances, ça mérite bien une explication. Quant aux Verts, fidèles à leur ligne, ils enfoncent le clou. Jacques Chirac est bien un justiciable comme les autres. Le président de la République, qui est maintenant cerné par une série d'indices concordants de billets qui partent dans sa direction et de billets qu'il utilise pour ses affaires privées, doit passer devant la justice. D'après des proches de Jacques Chirac, le chef de l'État pourrait prochainement s'expliquer, non pas devant les juges, mais devant les Français, peut-être, le 14 juillet. Alors vous admettrez, Dominique Verdeillan, depuis quelque temps, on est un peu perdu à propos du statut du chef de l'État. Un coup oui, un coup non, je ne sais pas comment, les attitudes assez contradictoires. Nous sommes plus que jamais dans le principe du balancier, de la balance, justement, symbole de la justice, vous l'avez dit, tantôt oui, tantôt non. Les juristes, on vient de le voir, eux-mêmes s'y perdent, ils perdent leur latin, et les faits ne sont pas là pour nous éclairer. Souvenez-vous qu'en avril 99, le juge Patrick Desmures s'était déclaré incompétent juridiquement. 2 ans plus tard, même approche du juge Eric Alfend. Dans un premier temps, il convoque Jacques Chirac comme témoin, sans succès, puis il se dessaisit, lui aussi, pour incompétence juridique. Vendredi dernier, c'est le parquet général et le magistrat de la Chambre de l'instruction qui ont considéré que dans un 3e dossier, les juges ne pouvaient pas entendre le chef de l'État comme simple témoin. Alors aujourd'hui, autre dossier, autre analyse juridique, Jean-Pierre Dintillac estime que Jacques Chirac peut être entendu comme témoin assisté, c'est-à-dire en présence d'un avocat. C'est un statut juridique qui se situe entre celui de simple témoin et celui de mise en examen. En fait, chacun a aujourd'hui sa propre interprétation du statut pénal du chef de l'État avant qu'il ne soit défini par la Cour de cassation, probablement dans un an, c'est-à-dire au moment des élections présidentielles. Ce qui va se passer dans les jours qui viennent, là. Écoutez, la semaine prochaine, le procureur devrait prendre ses réquisitions, probablement dans le sens de son analyse. Cela constituera alors un feu vert pour les juges pour convoquer Jacques Chirac. Le chef de l'État répondra-t-il à cette éventuelle seconde convocation? C'est peu probable. La justice, en tout cas, ne peut pas l'obliger. Il est en revanche probable que ces questions seront de nouveau au centre de son intervention télévisée le 14 juillet. Merci Dominique. L'ancien sénateur RPR de l'Essonne, Xavier Dugouin, condamné à 18 mois de prison avec sursis pour une affaire d'emploi fictif et de corruption. Monsieur Dugouin est actuellement incarcéré à Fleury-Mérogis après une autre condamnation pour une affaire de trafic d'alcool. Et puis 6 mois d'inéligibilité requis contre Philippe Douste-Blazy, député maire de Toulouse, pour le détournement d'un fichier confidentiel de parents d'élèves lors de la dernière campagne électorale des municipales. Le jugement sera rendu le 13 septembre prochain. À La Haye, l'audience du tribunal pénal international, au cours de laquelle comparaissait Slobodan Milosevic, n'aura duré qu'une quinzaine de minutes. Sans surprise, cette première comparution a été un véritable dialogue de sourds. L'ancien chef de l'État yougoslave a contesté la légalité du tribunal. Il était seul, sans avocat. Commentaire Richard Binet. La session du tribunal international de La Haye sur les crimes de l'ex-Yougoslavie est ouverte. S'il vous plaît, asseyez-vous. Monsieur Milosevic, je vois que vous n'êtes pas représenté par un avocat aujourd'hui.
Nous comprenons que c'est votre propre choix. Vous avez le droit de vous défendre par vous-même. Vous avez également le droit de reporter cette audience, mais vous devez considérer avec attention si c'est dans votre intérêt de ne pas être représenté. Je considère que ce tribunal est un faux tribunal et que l'acte d'accusation est un faux acte d'accusation. Comme vous le savez, vous avez le droit de prendre connaissance de l'acte d'accusation. Est-ce que vous voulez que cet acte soit lu, oui ou non? C'est votre problème. Monsieur Milosevic, je vous pose une question. Est-ce que vous souhaitez plaider aujourd'hui ou est-ce que vous demandez un ajournement pour réfléchir davantage? Ce procès a pour objet de produire une fausse justification pour les crimes de guerre commis par l'OTAN en Yougoslavie. Monsieur Milosevic, ce n'est pas le moment. Monsieur Milosevic, l'heure n'est plus au discours. Comme je vous l'ai dit, vous aurez la possibilité de vous exprimer et de vous défendre ultérieurement. L'audience d'aujourd'hui est ajournée. Alors Pascal Golomer, cette attitude de Slobodan Milosevic que nous venons de voir dans ce document ne change rien pour les juges. Non, ce matin, Claude, tous les porte-paroles du procureur et du tribunal, et cet après-midi également, ils ont martelé le même message. La justice poursuit et poursuivra son cours. Même si Slobodan Milosevic ne reconnaît pas la légitimité de ce tribunal et ne veut donc pas coopérer avec lui, même s'il n'a toujours pas désigné d'avocat, eh bien, la procédure se poursuit et la période de préparation du procès a officiellement débuté aujourd'hui. D'ailleurs, l'un des 3 juges présents ce matin à l'audience sera désigné dans les 7 jours pour superviser cette préparation. Alors, que va-t-il se passer désormais? La procureure Carla Del Ponte doit en principe remettre à la défense tous les éléments de preuve, tous les témoignages qui ont abouti à la mise en accusation de Slobodan Milosevic. Mais à qui les remettre si l'ex-président de Yougoslavie n'a toujours pas d'avocat? Eh bien, c'est lui-même qui recevra les documents. À lui ensuite de décider s'il les étudie, s'il pose des questions éventuellement à la procureure sur l'enquête, ou si au contraire il persiste à refuser de coopérer. Il peut aussi à tout moment désigner une équipe d'avocats. Le tribunal l'encourage à le faire encore ce soir. Vous le voyez, de l'attitude de Slobodan Milosevic dépend en fait le rythme de préparation de ce procès. Une première réunion pour faire le point est prévue à la fin du mois d'août. On évoquera sans doute encore à ce moment-là un deuxième acte d'accusation à venir, celui qui concerne non pas le Kosovo, mais les crimes commis lors des guerres de Croatie et de Bosnie entre 91 et 95. Et à ce moment, Slobodan Milosevic pourrait être accusé de génocide. Merci Pascal. Et pendant ce temps, à Belgrade, les réactions serbes vont de l'indignation à la satisfaction. Pour les uns, c'est le procès du siècle. Pour les autres, les partisans de Milosevic, c'est une trahison internationale. Commentaire Gérard Grisbeck avec Alexandra Ilic à Belgrade. Ici, pour rien au monde, on aurait manqué un tel spectacle. L'ancien président yougoslave à la télévision, mais derrière les barreaux, et l'on ne peut pas dire que ça déplaît à tout le monde. Alors bien sûr, la presse ne parle que du tribunal pénal international et les lecteurs savent désormais tout sur la capitale des Pays-Bas. Belgrade savoure son premier été depuis le retour à la démocratie. Aux terrasses des cafés, on est pour ou contre, c'est selon. C'est la honte. S'il fallait le juger, il fallait le juger ici. En envoyant Milosevic à La Haye, on a l'impression que les Serbes sont les seuls coupables. Et ça, ce n'est pas vrai. C'était la dernière limite pour l'extrader. Ceux qui pensent le contraire, eh bien, ils ont tort. L'extradition de Slobodan Milosevic est la plus grande honte qu'aura connue la Serbie. Les journalistes serbes ont l'air heureux, mais à B92, c'est normal, Slobodan Milosevic avait interdit d'émettre. Même satisfaction au sein du gouvernement serbe, à commencer par le ministre des Finances qui émet toutefois une réserve. J'espère aussi que nous aurons une réaction en retour des autres républiques et aussi de la communauté internationale pour peut-être davantage reconnaître les crimes qui ont été commis contre les Serbes eux-mêmes et donc davantage de gens dans les autres communautés qui eux aussi ont commis des crimes de guerre contre les Serbes afin qu'ils soient traduits devant la justice de leur pays ou celle de La Haye.
Pour beaucoup de Serbes, le procès de Slobodan Milosevic sera l'occasion de se confronter à leur propre histoire. Les premiers résultats des épreuves du baccalauréat ont été affichés aujourd'hui dans plusieurs académies. En Ile-de-France, ce n'est que demain ou jeudi que les candidats connaîtront leur sort. Il y avait 631 429 prétendants bacheliers cette année. L'année dernière, le taux de réussite avoisinait les 80%. Les affichages des noms des heureux récipiendaires sont toujours l'occasion de moments d'émotion. Nabila Tabouri et Mathieu Drejoux ont suivi 2 élèves au lycée Saint-Charles à Marseille. Ça a bien marché cette année ou ça n'a pas bien marché? Ben moi, moins bien que Ludivine déjà. Pour Ludivine et sa copine Chloé, l'heure n'est plus au bilan, leur esprit est ailleurs. Dans une heure, ces 2 candidates au bac scientifique iront chercher les résultats. Elles savent que les dés sont déjà jetés, mais aucune ne se hasarde à un pronostic. Au moment des révisions, je sais pas, je me suis pris un gros coup de stress et j'ai pas trop bien révisé. Non mais je compte un peu sur le travail que j'ai fait tout au long de l'année pour le bac, on verra bien. Allez. Le chemin du lycée, Ludivine et Chloé le connaissent par cœur. Elles y ont passé toutes leurs épreuves et toute leur année scolaire. Devant l'établissement, les candidats sont nombreux, l'émotion est à son comble. Et lorsqu'enfin les résultats arrivent, c'est la délivrance pour les 2 copines. Elles ont décroché la mention assez bien. Ouais, vraiment, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ, quoi. Le rire et le soulagement des uns, les larmes et le désespoir des autres. Dans ce lycée, la moitié des 730 candidats a décroché le bac dès la première session. 20% ont été recalés. Ma mère va pas être contente du tout. Parce que je lui ai fait croire un petit peu quoi que je l'avais, donc mais elle va pas être très contente du tout. Les 20% restants iront à la session de rattrapage qui commence jeudi. Ils passeront 2 matières au choix. Mais quand on a une très mauvaise note, il faut y aller parce que c'est là qu'ils vont gagner le plus de points. Même s'ils sont faibles, s'ils ont 6 et qu'ils peuvent avoir un 8, c'est là qu'ils vont gagner des points. Donc là, c'est un problème de stratégie. Chloé, Ludivine et tous les reçus repartent avec le sentiment du devoir accompli et le précieux relevé de notes qui leur ouvre la voie vers des études supérieures. Voilà, et tous les résultats du bac sont sur france2.fr ou encore 3615 code France 2. Les premiers départs en vacances ont permis une nouvelle fois aux automobilistes de vérifier la cherté de l'essence sur les autoroutes. Laurent Fabius entend renforcer la présence de la grande distribution afin de faire baisser les tarifs. Les prix pratiqués par les stations implantées dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres des sorties d'autoroute seront également bientôt affichés. Reportage de Christophe de Valambra et Philippe Ritten sur l'A83 près de Niort où l'implantation d'une station Leclerc pourrait faire jouer la concurrence au bénéfice des automobilistes. Près de Niort, ce tronçon de la 83 vient tout juste d'être mis en service. De chaque côté, une station essence, Leclerc. En France, l'enseigne possède désormais 3 stations d'autoroute et les automobilistes semblent apprécier. Je devais m'arrêter dans 20 ou 30 km, donc je me suis arrêtée un peu plus tôt puisque j'ai vu que c'était Leclerc. Voilà. Pourquoi? Pour le prix. Qu'est-ce que vous pensez des tarifs? Je n'ai pas regardé encore. Ah oui, effectivement, intéressant. Hier, je suis revenu de Paris, j'ai payé donc 5,99 le litre sur l'autoroute de Paris à Nantes. Et aujourd'hui, donc 5,78. Donc déjà 21 centimes. Voilà. Vous saviez qu'ici, il y avait une station moins chère? Oui, oui. J'en avais entendu parler par des collègues qui sont commerciales aussi. Les prix bas sont la principale force de la grande distribution. Sur autoroute aussi. Évidemment, les clients apprécient et Leclerc veut aller encore plus loin. Objectif, acquérir 50 stations dans les 10 ans. La grande distribution a sa place sur autoroute, et tant mieux. C'est le consommateur qui va s'y retrouver en fait. Car pour le consommateur, la concurrence a du bon. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, une autre station essence. Peu de différence de prix aujourd'hui, mais il a fallu s'adapter. Au moment où Leclerc s'est installé, on était nettement plus cher que lui. On a dû baisser entre 30 et 40 centimes. Voilà. Carrefour aussi possède ses stations d'autoroute, 17 sur toute la France. Et pour accroître encore la concurrence, Laurent Fabius entend faire afficher avant chaque sortie les prix pratiqués à proximité de l'autoroute, souvent imbattables. Retour annoncé à la normale sur les lignes TGV après la grève des agents de manœuvre, mais des perturbations sont encore à prévoir pour demain sur le TGV Paris-Lille.
Et puis à moins de 6 mois de l'arrivée des pièces et billets euros, le ministère de l'économie lançait aujourd'hui une campagne Euro Bienvenue. 3 autocollants vont faire leur apparition dans les commerces et au guichet des administrations signalant l'acceptation des chèques euros et des cartes bancaires en euros. En attendant, des centaines de milliers d'euros sont stockés dans plusieurs dizaines de lieux du territoire. Il convient de rappeler que 7,6 milliards pièces euros seront bientôt mises en circulation. Exclusivité France 2 avec le reportage d'Audrey Goutard et Vincent Ferreira dans l'arsenal de Toulon. Entre fin juillet et novembre, des centaines de convois blindés iront s'approvisionner là. C'est un haut lieu stratégique qui fait l'objet de mesures de sécurité militaires. Ces motards de la police repèrent l'itinéraire, celui qu'emprunteront dès septembre des millions d'euros, des centaines de tonnes de pièces amenées ici, dans l'arsenal de Toulon. À côté des sous-marins nucléaires se cache désormais le centre-fort qui alimentera l'ensemble du Var. Un lieu jusque-là gardé secret, mais pour ce policier chargé de la sécurité de l'euro, les portes s'ouvrent sans difficulté. Donc comme vous le voyez, il faut montrer patte blanche. Bonjour, monsieur Vinzerich. Oui. Pas question de donner d'indices aux malfaiteurs. La localisation exacte du centre-fort doit rester mystérieuse. On va passer pas très loin, mais pour des raisons de sécurité, vous comprendrez qu'il est difficile de vous le désigner précisément. Mais comme vous pouvez le voir, on est dans une zone militaire et hautement gardée. Encore un barrage. On entre maintenant dans une zone extrêmement sensible. Les euros seront entreposés ici, dans un bâtiment de 2000 mètres carrés. C'est là que viendront se servir les transporteurs de fonds, sous la surveillance bien sûr des fusiliers marins. Ok, c'est reparti. Les patrouilles ont déjà commencé, rien ne doit leur échapper. T'as regardé dans les poubelles ? Le danger peut venir de partout, même de la mer. Ce bateau vient d'être intercepté en pleine zone militaire. Pour cette fois, rien de grave. Ce n'est qu'un plaisancier perdu. Il est vite ramené au large. Les policiers et les militaires qui protègent le site, tous sont convaincus que les euros seront ici en sécurité. Les attaques que nous craignons le plus, ce sont peut-être des attaques frontales, mais le dispositif qui sera mis en place sera tel qu'il faudrait vraiment des équipes kamikazes. Une équipe kamikaze, c'est justement ce que redoutent les convoyeurs de fonds. Ils sont convaincus qu'aucun Fornox ne les découragera. Le numéro 1 de la société italienne du Mont Blanc, Francesco Colombo, aurait été mis en examen au tribunal de Bonneville en Haute-Savoie aujourd'hui pour homicide involontaire à titre personnel et au nom de sa société. C'est la 10e mise en examen depuis la catastrophe du Mont Blanc, une information que révèle notre correspondant Benoît Gadret. Comprendre le langage administratif, ce n'est pas une sinécure. Un comité d'orientation pour la simplification du langage administratif doit d'ici l'automne proposer une réécriture en langage courant des formulaires administratifs. Le ministre de la fonction publique reconnaît que souvent, au-delà de 10 mots, on perd le fil du texte officiel. Il y a donc du pain sur la planche. Reportage Sophie Rodier et Aurélie Legrand. Et après, on va les voilà, vous avez vous additionnez le tout. Hein. Séance d'explication dans un centre des impôts. Bernadette, employée depuis 8 ans, passe le plus clair de son temps à traduire le charabia administratif en français. Face à ce jargon, les usagers sont décontenancés. Parfois, il y a des mots qu'on ne comprend pas. Bien sûr, dans les cases, il y a des cases où c'est créé des trucs qu'on n'a pas compris. Donc, il faut toujours venir voir un employé pour se renseigner. C'est technique, si vous voulez. Alors, c'est pas à la portée de tout le monde. Expressions juridiques, formulations abstraites, il faut souvent se munir d'un dictionnaire pour comprendre les réponses de l'administration, comme ce courrier type envoyé à des millions d'usagers. Conformément aux dispositions de l'article 2 de cette loi, l'aide de l'État ne peut être attribuée qu'aux personnes visées à l'article 1er de ce texte, à savoir aux Français et aux étrangers visés au 2e alinéa de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1961 ayant exercé une activité professionnelle. Avec une vingtaine d'autres personnalités, cet homme a la délicate mission de simplifier ses formules alambiquées, souvent bien commodes, pour ne pas avoir à justifier les décisions de l'administration. Et même pas procuration. On est dans le langage juridico-administratif où le but n'est pas de se faire comprendre de l'usager, mais de se couvrir juridiquement dans les décisions qu'on va prendre. La seule chose qui intéresse l'usager, c'est d'arriver à la page suivante, où il lit en conséquence, j'ai décidé de ne pas vous accorder l'aide de l'État. Bernard Pivot a été appelé à la rescousse. Il a fait lire des millions de Français. Ce passionné de mots pourra peut-être apprendre à écrire à l'administration. Voilà, la deuxième.
La nuit dernière, la quasi-unanimité du Conseil régional de Bretagne a voté un vœu pour le rattachement de la Loire-Atlantique aux 4 départements bretons et la réunification de la région. Ce vœu fait suite à celui du Conseil général de Loire-Atlantique voté le 22 juin dernier. Les médecins d'un hôpital de Louisville, dans l'État du Kentucky aux États-Unis, viennent de réussir l'implantation d'un premier cœur artificiel entièrement autonome sur un patient. C'est un cœur en titane et en plastique qui permet aux malades une complète liberté de mouvement. Explication Benoît Thévenet. Titane, plastique, voici le cœur du XXIe siècle. Il a été implanté hier sur un patient américain après 7 heures d'opération. Ce prototype permet aux malades d'être totalement autonomes pendant quelques heures, car avec le cœur artificiel, une batterie rechargeable est implantée dans l'abdomen. Un bond en avant par rapport au cœur artificiel actuellement utilisé. Ce sont de grosses machines comme celle-ci auxquelles le patient est relié nuit et jour et dont l'utilisation ne peut être que temporaire. Ce cœur greffable de remplacement n'a pas encore fait totalement ses preuves, mais si les essais sont concluants, il pourrait être implanté de façon définitive chez des patients souffrant de graves insuffisances cardiaques et ne pouvant être greffés. En octobre 1999, une équipe allemande avait réussi l'implantation d'un ventricule gauche artificiel chez un patient. En quelque sorte, un demi-cœur qui fonctionnait déjà sur le même principe. L'un des résultats du voyage officiel du président Chirac en Russie est d'ordre spatial. Les négociations sur des lancements de fusées russes depuis la base de Kourou en Guyane sont en bonne voie. Encore faut-il que les équipes russes acceptent de se plier aux règles de Kourou, règles qui ont fait leur preuve dans l'efficacité. Commentaire Patrice Pellet et Christophe Vignal. Située dans la forêt amazonienne, la base de Kourou en Guyane, c'est le meilleur site de lancement au monde. Située sur l'équateur, les fusées lancées d'ici bénéficient d'une poussée naturelle supplémentaire. Résultat, une fusée qui décolle depuis Kourou emporte 2 fois plus de charge que depuis Baïkonour. Il y a de l'argent à gagner. Les Russes l'ont compris depuis longtemps. Voilà pourquoi la Fédération de Russie espère lancer ses Soyouz depuis la Guyane française. L'industrie russe profitera aussi d'un nouveau débouché. Là-bas, les lanceurs s'accumulent un peu partout et surtout, il faut payer aux Kazakhs, propriétaires de Baïkonour, un loyer annuel colossal. Moscou convoite donc Kourou, mais attention, il y a des conditions. L'opérateur principal, Arianespace, comme les 14 pays participant à l'Europe spatiale, veulent avoir leur mot à dire dans cette affaire. Il faudra qu'on réalise ces services de lancement dans les meilleures conditions. Si Soyouz est bien adapté, ça partira sur Soyouz. Si Ariane est bien adapté, ça partira sur Ariane. Mais effectivement, Arianespace devra avoir la possibilité de gérer cette synergie. Et je pense que dans ces conditions, un seul opérateur à Kourou est une des conditions importantes pour accepter Soyouz à Kourou. Le message est clair. À Kourou, les Européens veulent rester maîtres chez eux. Pour le moment, on ne parle que de lancement de satellites commerciaux. Mais la fusée Soyouz peut aussi envoyer des hommes vers l'espace. Alors, certains font un rêve, celui de voir décoller un équipage depuis Kourou. L'avion espion américain qui avait atterri en catastrophe il y a 3 mois en Chine après une collision avec un chasseur chinois est maintenant rapatrié aux États-Unis. Un transfert qui a nécessité, comme vous le voyez, de séparer plusieurs morceaux, si j'ose dire, de l'avion afin d'entrer dans l'appareil cargo russe Antonov pour le rapatriement. La célébration du centenaire de la loi de 1901 sur les associations a permis de révéler l'extraordinaire maillage associatif français. Il y aurait près de 900 000 associations à but non lucratif en France. Les plus nombreuses sont dans les loisirs, notamment les chorales ou les fanfares. Laetitia Legendre et Claude Bernier racontent l'une de ces associations, meilleure batterie fanfare de France, celle de Villers-Cotterêts, près de Laon, dans l'Aisne. Ingénieurs, infirmiers, étudiants, la musique les réunit plusieurs jours par semaine, simplement pour le plaisir de jouer, bénévolement, comme près d'1 Français sur 8. Jean-Marc Trachet et son fils, la mascotte de la troupe, ont intégré ces batteries fanfares il y a 1 an. Chant, contrebasse, percussion, dans la famille, la musique, c'est une seconde nature. La plupart du temps, les professionnels, bon, ils viennent là et puis la répétition est finie, ils rentrent chez eux. C'est leur job. Hein. Tandis que nous, bon, c'est beaucoup plus familial. On vient répéter, on discute, on boit un coup, on parle de tas de choses. Hein, donc c'est pas pareil. Un week-end sur 2, la batterie fanfare se produit à l'extérieur. 8 000 francs pour l'après-midi. Ce jour-là, elle est invitée par la ville voisine de Laon.
Oubliez les marches militaires, au répertoire, jazz et cha-cha-cha. Certaines associations ont du mal à attirer les jeunes. Ici, la relève est assurée. Moyenne d'âge, 23 ans. Je ne trouve pas ça ailleurs. Vraiment, c'est peut-être parce qu'on passe énormément de temps ensemble. C'est vraiment comme une grande famille. On se connaît depuis très longtemps pour certains, depuis longtemps ou moins longtemps pour les autres. Et c'est vraiment comme une famille. En 20 ans, le nombre de musiciens a doublé. Les subventions, elles aussi, ont augmenté. 4 000 francs en 81, 180 000 francs cette année. Un budget financé par la mairie, mais aussi par ses prestations à l'extérieur. La fanfare, parmi les meilleures de France, est constamment sollicitée pour le plaisir de ses musiciens, mais aussi du public. 30 ans après le décès du chanteur des Doors, Jim Morrison, des centaines de fidèles de celui-ci se sont rassemblés au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Jim Morrison était une rockstar, un rebelle aussi. Il a vendu 60 millions d'albums dans le monde. Sa mort, à l'âge de 27 ans, a fait de lui un mythe. D'autres manifestations sont prévues ce soir à Paris pour rappeler Jim Morrison. Reportage Béatrice Blondeau et Luc Tazelmati. 30 ans après la mort de leur idole, ils étaient là, dès l'ouverture des portes. J'ai envie de passer toute la journée avec lui. Lui, bien sûr, c'est Jim Morrison, mort en 1971 d'une crise cardiaque dans son appartement de la rue Beautreillis. Depuis, le chanteur repose au cimetière du Père-Lachaise. Qu'est-ce que vous ressentez d'être ici aujourd'hui? Peut-être d'être heureux et triste parce que c'est la fête du mort. Moi, je viens tous les jours de toute façon. Je me suis installée à Paris pour m'occuper d'attendre de Jim, me recueillir parce que je l'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est les 30 ans de Jim, donc c'est plus... voilà. Une passion pour l'idole que l'on se transmet de génération en génération. Il correspondait à une jeunesse un petit peu ce que l'on retrouve ici. C'est-à-dire un petit peu hors norme, disons. Ça va paraître bizarre, mais pour moi, dès que j'écoute une de ses chansons, ça fait... je peux pas expliquer, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est comme si je le connaissais, c'est tout bizarre. Avec son groupe Les Doors, Jim Morrison incarnera plus que tout autre les rêves et les excès des années 60. Un visage d'ange, une voix de crooner, en seulement 7 albums, il devient l'idole de toute une génération. Mais très vite, cette célébrité lui pèse. Pour ceux qui l'ont connu à l'époque, Jim Morrison se voulait avant tout poète. Dieu sait que sa vie, la contradiction de sa vie, et ce qu'il écrit est quelquefois un peu obscur. Certains de ses poèmes sont très obscurs. Eh bien, peut-être sa mort, il faut qu'elle reste comme un poème. Agnès Varda n'en dira pas plus. Elle était pourtant présente le jour de la mort de Jim Morrison. 30 ans après sa mort, la rockstar est loin d'avoir dévoilé tous ses mystères. La sortie d'un nouvel album, celui-ci, La colonne de l'auteur belge de BD Jacques Martin. Celui-ci est l'auteur d'Alix et de Lefranc, notamment son second héros. Et contrairement à Hergé, il tient à ce que ses personnages lui survivent. Aussi, Jacques Martin forme-t-il des jeunes dessinateurs. Jacques Martin trouve de l'aide alors qu'une maladie des yeux l'handicape. Marie-Hélène Bonneau et Jean-Louis Melin sont allés le retrouver dans la banlieue de Namur, en Belgique. Tu as fait ton hélice, mais il faut que l'herbe soit penchée, il faut le souffle. Jacques Martin en maître de la bande dessinée. Il corrige les planches de celui qui est plus que son élève, son collaborateur, Christophe Simon. Le jeune dessinateur reprend Lefranc, le célèbre héros de BD. Mais ici devant, il faut que l'herbe soit normale. Jacques Martin, qui souffre d'une maladie des yeux, fait une ébauche au crayon, agrandie sur un écran. Il soumet ensuite ce crayonnage à Christophe, qui l'affine. Jacques Martin, auteur du scénario, reste maître du dessin au détail près. Ça doit être effacé. Je l'aide même dans le découpage et dans la composition des pages, ce qui est mon vrai travail, quoi. Et vous reconnaissez votre coup de crayon au final? Ah oui, tout à fait, parce que là j'ai affaire à en ce qui concerne Christophe Simon, un excellent dessinateur,
et un excellent collaborateur qui ne trahit pas du tout mon dessin, au contraire, qui apporte certains éléments que j'aime bien. J'ai pu profiter de ces 50 ans de métier et c'est très bien, je trouve, de pouvoir travailler à côté de quelqu'un qui a une telle expérience du dessin et qui permet, dès que vous déviez, de vous remettre dans le droit chemin ou de vous apprendre des choses qui vous auraient fallu peut-être des années à apprendre seul. Le franc, Christophe l'a découvert, il avait 12 ans. Depuis 2 ans, il le dessine à la perfection. Pour les deux auteurs, le travail reste artisanal. Crayon, encre de Chine, encre couleur, rien à l'ordinateur. Pour cette 14e aventure, le journaliste Lefranc se rend au Cambodge. Il enquête sur un trafic d'objets antiques. Jacques Martin a travaillé d'après des documents. Mais il s'est rendu dans les locaux d'un vrai journal. Ça n'a l'air de rien, mais ce ne sont pas des bureaux normaux. C'est pas comme un bureau d'avocat ou d'assurance. Le journal a une ambiance, une atmosphère, et ça se ressent, je crois. Jacques Martin fait école. Comme le faisaient autrefois les compagnons du devoir, il transmet son savoir à des jeunes. Ainsi, ses héros, comme Alix et Lefranc, lui survivront. Enfin du sport, du tennis à Wimbledon, les quarts de finale dames ont vu les victoires de la Belge Justine Henin, de Jennifer Capriati, mais Nathalie Tauziat a été battue par Venus Williams. Commentaire Christelle Bertrand. Elle y a pourtant mis toute sa volonté, tout son courage. Tauziat a fait sortir Nathalie de ses gonds pour tenir tête à Venus Williams. Petit à petit, la Française menée 5-1 remonte et égalise. L'Américaine, un peu déstabilisée, reprend le dessus au bon moment et s'empare de la manche 7-5. Encore une fois, Tauziat n'a pas la solution du casse-tête américain. La numéro 2 mondiale prend ses aises au second set. Plus rapide, plus précise, Williams tient son rang et s'impose finalement 6-1. La tenante du titre est en demi-finale. Elle prive aussi Nathalie Tauziat d'une sortie que la Française aurait aimé un peu plus glorieuse pour son dernier Wimbledon avant la retraite. Justine Henin, elle, est au début de sa carrière et c'est sans complexe que la Belge élimine Conchita Martinez. 6-1, 6-0. Dans le langage courant, on appelle ça une leçon, voire une correction. Justine Henin, déjà demi-finaliste à Roland-Garros, prend du relief sur toutes les surfaces. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Je vous rappelle 2 actualités que nous avons développées dans cette édition. Le revirement judiciaire concernant le statut du chef de l'État. Jacques Chirac peut être entendu comme témoin assisté dans l'affaire des voyages privés payés en argent liquide, selon le procureur de la République de Paris. Et puis une première courte audience au tribunal pénal international de La Haye pour Slobodan Milosevic. Sans avocat, l'ancien président yougoslave estime illégale cette justice. Enfin, on vient de l'apprendre, un avion russe avec 143 personnes à son bord s'est écrasé ce soir, non loin de la ville d'Irkoutsk en Sibérie. C'est ce qu'annonce le ministère russe des situations d'urgence. La météo dans quelques secondes avec Nathalie Riouet. À un peu plus de minuit, le dernier journal de la rédaction sera présenté par Laurence Piquet. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra en duplex de Bruxelles le ministre belge des Finances Didier Reynders dans le cadre de la présidence belge de l'Union européenne depuis le 1er juillet. À 13h, vous retrouverez Antoine Cormery. À demain 20h. Bonsoir, merci.